Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation, on va parler douleur aux épaules, on va parler séance push, on va parler de comment augmenter sa détente verticale et finalement j'aurai un conseil networking pour tous les préparateurs physiques qui veulent travailler avec des athlètes de haut niveau. Une question très intéressante qui m'a été posée ici. J'en ai sélectionné quelques-unes, je le répète à chaque fois, vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Il y a un lien dans la description et en tout temps dans ma bio Instagram. Mais avant de parler de l'aspect technique du jour les amis, on va commencer par les news de la semaine. La news de la semaine, j'ai noté que Equinox, une gym aux États-Unis, ou la chaîne, ou la plus grosse chaîne, devrais-je dire, de gym des États-Unis, a lancé un abonnement à $40 000 l'année, qui inclut plusieurs prestations, qui incluent des testings en laboratoire, un coach fitness, un coach nutrition, un coach sommeil, un thérapeute, un masseur, etc., etc. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vivais aux États-Unis, j'ai évolué à New York entre autres, et j'ai travaillé également à Equinox. Equinox qui, comme je l'ai dit, est la gym numéro 1, vraiment le high-end, c'est ce qu'il y a de plus haut. On n'a pas ce genre de chaîne dans la francophonie, en tout cas qui n'est pas poussée à ce point-là, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place. Bien entendu, toutes les personnes les plus célèbres vont s'entraîner à Equinox, les personnes qui ont le pouvoir d'achat vont s'entraîner à Equinox parce que tout simplement les salles sont extraordinaires. Extraordinaire, c'est un grand mot ici, mais pas toutes forcément, mais on a de très belles salles d'entraînement, on a une qualité de service qui est extraordinaire. C'est vraiment, on met l'accent sur ça, sur la qualité du service. Les coachs sont très professionnels également. Et moi, en travaillant là-bas, une petite dédicace à mon mentor là-bas, Rumer, qui m'a pris sur son aile, qui était un Tier X trainer. Donc, on a différents niveaux de traîneur, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau, ce qu'ils appellent le niveau X. Okay, et en gros, quand tu vas là-bas en tant que client, tu arrives et tu peux choisir avec quel genre d'entraîneur tu vas travailler. Sur le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, du coup, niveau X. Et bien entendu, ça coûte un peu plus cher. Et ce qui était intéressant en tant qu'entraîneur qui travaillait là-bas, eh bien, c'est qu'on avait des mini-workshops à l'interne. Et c'est intéressant parce qu'ils mettent aussi l'accent sur la formation. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que les entraîneurs soient les entraîneurs les plus compétents. Okay, donc voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'on a des institutions qui mettent l'accent sur la qualité du service. Et c'est un truc que j'ai toujours apprécié chez Equinox. Donc je leur en suis redevable parce que j'ai énormément appris là-bas. Le côté professionnel, eh bien, ça a été toujours mis en avant. Quoi qu'il en soit, je trouve que ce membership, eh bien, c'est intéressant pour ceux qui ont le pouvoir d'achat pour le faire aux États-Unis. Ça fait partie de la culture. Il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui investissent, qui vraiment ils mettent les moyens. Ça fait partie de la culture. En France, je pense que on verra jamais ça dans la francophonie de manière générale. Ça n'existera jamais, comme ce genre de chaîne n'existe pas, parce que aux États-Unis, ça fait partie. Le fitness, ça fait partie de la vie des gens. Les gens doivent s'entraîner et y accordent une importance énorme, énorme. Peu importe à quelle échelle, à quel niveau de l'échelle sociale vous vous situez, eh bien, le fitness, c'est très, 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 très important. Et les gens ne prennent pas ça à la rigolade. Donc, je suis persuadé que c'est un abonnement qui va fonctionner. Et après tout, les gens le font déjà par eux-mêmes. Ils ont déjà un masseur, ils ont déjà un coach nutrition, ils ont déjà leur coach fitness. Donc, au final, hey, je pense que combiner le tout dans une offre et un même encadrement sous une même institution, je pense que ça peut fonctionner. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'on verra ça ici un jour. Si ça venait à arriver, ça serait très intéressant, mais hey, j'ai pas foi. Ça fait pas partie de notre culture malheureusement, même si j'aurais voulu que ça le soit. Tips de la semaine les amis. Alors peut-être je vais rajouter une petite section à mon podcast ici, type de la semaine ou pro type de la semaine. Pro type de la semaine, comment je vais formuler cette phrase? Votre corps a été designé pour faire tous les mouvements qu'il est capable de faire. Aussi simple que ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore aujourd'hui, après 11 ans de métier, 12 ans de métier bientôt, j'ai encore des clients qui viennent me voir, des gens qui viennent me voir, qui me disent « Kevin, on m'a dit que ce n'était pas bien de faire une extension de la nuque. Kevin, ce n'était pas bien d'arrondir mon dos. Ce n'était pas bien de fléchir complètement mon dos. Kevin, ce n'était pas bien de X ou Y, exprimer X ou Y fonction de X ou Y articulation. » Parce que soi-disant, l'argument qui est utilisé par ces ostéos, ces kinés, ces médecins, etc., c'est que le corps n'a pas été fait pour faire ça. Okay, parce qu'il y a des nerfs qui passent par là, etc. Donc plein d'arguments. Encore une fois, on essaie de vous embobiner avec plein d'arguments qui ont une apparence scientifique mais qui ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, eh bien, le contre-argument à ça, c'est que si vous pouvez le faire, si vous pouvez exprimer ces fonctions, eh bien, c'est que votre corps a été designé pour le faire. Si vous pouvez ramener votre nuque en arrière, c'est que votre corps a été designé pour le faire. Votre corps, c'est l'évolution, c'est le résultat d'une évolution de milliers d'années. Okay, et votre corps, il a évolué comme ça parce qu'il s'est dit hey, c'est le meilleur moyen d'être comme je suis. C'est pas votre médecin, votre ostéo, c'est pas moi qui l'ai décidé ainsi. Ce sont des milliers d'années d'évolution. Et on est la meilleure version de nous-mêmes, okay, d'un point de vue anatomique, pour
fonctionner pour que tout se passe dans les meilleures conditions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si votre corps peut l'exprimer, c'est que votre corps a été designé pour le faire. Je vais vous donner un exemple de ce que votre corps n'a pas été designé pour faire. Parce que l'évolution en a décidé ainsi. Si je vous demande de fléchir votre coude complètement ici, bien vous pouvez le faire. Okay, vous fléchissez votre coude. Hey, votre corps a été donc designé pour le faire. Si je demande de faire l'équivalence, mais dans la direction opposée, donc de faire une extension qui me permettrait de ramener mon poignet en direction de mes aisselles, eh bien, j'arrive pas à le faire. Quand je tends mon coude, je peux pas aller plus au-delà de ça, ok? Je peux que garder mon bras complètement droit. Eh bien, c'est que mon corps n'a pas été designé pour aller dans l'autre direction avec les mêmes degrés, ok? C'est aussi simple que ça, les amis. Donc, si vous pouvez l'exprimer, c'est que votre corps a été designé pour le faire. C'est la fin de l'argument. Je suis un peu fatigué de répéter ça après 11 ans de métier. Passons aux questions techniques de la journée. Première question de Loïc qui a été posée ici. Salut Kevin, merci énormément pour tout ton contenu. Ma question tourne autour des séances haut du corps, principalement sur les patterns de poussée ou les séances push. J'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes séances depuis des années, c'est-à-dire du développé couché, puis une variante de ce dernier et de finir avec les biceps et triceps. J'ai commencé à développer des douleurs aux épaules et mon progrès stagne. Aurais-tu des conseils pour que je puisse y remédier? Alors, très bonne question de Loïc ici. Je pense que j'ai déjà abordé différents sujets qui pourraient être mariés avec ce dernier, mais jamais vraiment avec des patterns de poussée. Je pense qu'il y a plusieurs trucs à dire qui vont vous servir ici. Alors déjà, avant toute chose, on parle ici de séance push, donc on fait référence à un split bien particulier. Vous connaissez les différents splits, on a les séances full body, donc on travaille le corps en entier, on a le split haut du corps, bas du corps, upper, lower. Personnellement, ce sont mes deux splits favoris. Et on a un split qu'on appelle le push-pull legs. Un split que j'affectionne moins, que j'utilise très rarement. J'ai déjà utilisé dans un programme durant un mois spécifiquement pour des raisons spécifiques. Mais de manière générale, c'est pas un truc que j'apprécie. Okay, quand je travaille sur le haut du corps, j'aime bien créer une harmonie. Je préfère une séance upper où on va avoir du poussé et on va avoir du tirage. Okay, ou de la poussée, devrais-je dire, et du tirage. Donc c'est plutôt ce que j'affectionne. Quoi qu'il en soit, peu importe le split que vous allez utiliser, que ce soit full body, que ce soit upper, que ce soit push-pull legs, eh bien, pour les patterns de poussée, ce que je vais partager avec vous s'applique en tout temps. Alors, avant de parler de l'aspect spécifique et de quelques règles que j'aime utiliser ici, eh bien, le premier truc à garder en tête, c'est que vous voulez cycler vos entraînements. Okay, ça, c'est le truc le plus important. Pourquoi? Parce que vos tissus ont une capacité à s'adapter qui est limitée. Au bout d'un moment, on ne peut plus s'adapter. On a trois options. Lorsqu'on place un stress sur nos tissus, on envoie ce signal de force. Notre corps, nos tissus ont trois options. 1, ils s'adaptent. 2, ils stagnent. 3, ils explosent. Il y a trop d'énergie qui rentre et au bout d'un moment, hey, c'est bon, j'arrive plus à faire face à cette énergie qui rentre. Pam, il y a un truc qui pète. C'est l'équivalence du coup de soleil. Okay, là, la peau, là, elle est fragile. Tu vas t'exposer encore plus au soleil. Toujours sur la même peau qui est exposée au soleil. Au bout d'un moment, hey, coup de soleil, la peau elle brûle, etc. On fait un grand pas en arrière. Donc en gros, vous avez ces trois options-là. Et votre but, c'est de faire en sorte de toujours rester dans l'option numéro 1, de continuer à s'adapter de manière perpétuelle. Mais pour le faire, eh bien, on doit cycler ses entraînements. Parce que lorsqu'on cycle ses entraînements et qu'on varie ses exercices, c'est une des variables à maîtriser ici, eh bien, c'est que on va pas, en continuant sur cette métaphore du coup de soleil, c'est qu'on va pas continuer à exposer exactement la même peau au soleil. On va passer un peu plus d'un côté ou de l'autre côté ou de l'autre côté, ce qui va créer cette harmonie et qui va créer ce bon bronzage ici. J'espère que cette analogie fait sens ici pour vous. Mais c'est ça l'idée, c'est que lorsque on va passer d'un développé couché à une variante de développé couché, je vais venir dans un instant sur ces aspects-là techniques, soit différents angles, soit différentes barres, soit différents exercices, et bien c'est que certes, ça va travailler toujours un peu les pecs, certes un peu toujours les épaules, certes toujours un peu les triceps, mais pas exactement les mêmes lignes de tissu. Ce qui veut dire que on va créer encore une fois conceptuellement cette harmonie au sein de nos tissus. C'est très important de le garder en tête. Du coup, si tu es comme Loïc ici et tu fais du développé couché toute l'année, c'est ton exercice principal toute l'année, eh bien forcément, eh bien tu t'exposes au soleil toute l'année, les mêmes tissus toute l'année. Alors soit tu stagnes comme lui, soit éventuellement comme lui également, ça peut arriver, eh bien tu développes des douleurs parce que ces tissus, tu les exposes toujours au même stress répété. C'est ce qu'on appelle ces fameuses blessures à l'usure, ok, ou à usure, je ne me rappelle pas exactement le terme utilisé ici. Quoi qu'il en soit, vous m'aurez compris, règle numéro 1, c'est ça. Comment on va organiser une séance? Alors,
Déjà, moi, un truc que j'aime bien faire, garder en tête, c'est pour ça que j'aime pas trop certains splits d'entraînement et la façon dont certaines choses sont organisées, c'est que on va chercher à organiser la séance de façon à ce qu'il y ait des intensités qui vont être décroissantes. On va commencer avec un exercice principal qui est l'exercice qui va demander le plus de complexité et le plus d'intensité. Et ensuite, on va descendre en intensité parce que on est de moins en moins frais, on a de moins en moins d'énergie à donner. Par conséquent, ça fait sens de le faire de cette façon-là. Donc imaginons que l'exercice principal 1, eh bien, on va travailler avec des intensités les plus élevées, 1 à 5 répétitions pour les plus avancées. Ensuite, la partie accessoire, donc la partie 2, on va travailler avec du 5 à 8 répétitions. Et la partie 3, on va travailler avec du 8 à 12 répétitions. Ok ? Et ensuite, on a la partie isolation éventuellement. C'est comme ça que j'aime organiser le tout. Okay, on a cette organisation-là. Pour l'exercice numéro 1, comme je l'ai dit, ce qui est très important pour tous les exercices, mais je dirais principalement pour l'exercice numéro 1, en l'occurrence ici le développé couché que Loïc fait et que tous les gym bros font tous les lundis. On connaît que lundi, c'est bench day. Eh bien, l'exercice principal, c'est toujours du développé couché qu'on va faire lourd, 5, 6 répétitions éventuellement, etc. Okay, eh bien, au bout d'un moment, ça lâche les mecs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit, on veut cycler les exercices. Et là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut soit travailler avec des angulations différentes. C'est la première option. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ton développé couché à plat, eh bien, tu vas faire ton développé couché légèrement incliné. Et là, il y a plusieurs degrés d'inclinaison avec lesquels on peut jouer. Je vais venir dans un instant également. Option numéro 2, on peut changer de barre. Okay, le fait de changer de barre, ça va changer le positionnement de l'articulation de l'épaule dans l'espace, ce qui va viser d'autres lignes de tissu et qui va nous épargner justement le fait de replacer le même stress et de créer ces blessures à usure. Okay, donc là, je pense par exemple à une Swiss bar, vous avez le grip qui est les mains qui sont parallèles, ou alors tout simplement des haltères très lourdes avec un placement des épaules qui est légèrement différent. Bam, une option qui s'offre à vous ici. Ou alors changer complètement de mouvement, c'est-à-dire qu'on oublie complètement le développé couché. Si vous n'êtes pas un powerlifter et que vous cherchez tout simplement à développer vos qualités athlétiques de manière globale et que vous voulez profiter de l'aspect esthétique, on n'est pas obligé de commencer qu'avec du développé couché. Ça peut être des dips, ça peut être une variante de gymnastique, peu importe ce que vous cherchez à faire, vous mettez un autre exercice, d'accord ? Un exercice de presse militaire. Il y a 1001 façons d'organiser le tout ici, mais vous cyclez les exercices. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Okay, maintenant, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une règle très importante que vous voulez noter, ce que j'appelle la règle des 45 degrés. Et la règle des 45 degrés, c'est très simple, c'est qu'on aura 3 parties de notre entraînement. Pousser et tirer, c'est comme ça que j'aime organiser le tout. Donc la partie A, la partie B, la partie C, ou la partie 1, 2 et 3, comme vous appelez ça comme vous voulez. Okay, on a l'exercice principal, on a un exercice, une partie accessoire et une partie complémentaire. Et ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez varier les angulations que vous allez utiliser. Donc, on va faire, imaginons qu'on commence à plat, donc on a un développé couché à plat. La partie B, le classique, on va utiliser un banc développé couché à 45 degrés ou une pattern de poussée avec cette angulation à 45 degrés. Et ensuite, pour la partie C, eh bien, on va bouger encore de 45 degrés et on va se retrouver à angle droit ici. C'est là qu'on va voir nos presses militaires, nos pike push-ups, peu importe la variante que vous voulez utiliser ici. Et cette règle de 45 degrés à manipuler à 10-15 degrés près, eh bien, elle fonctionne en tout temps. Et c'est ce qui va vous permettre de créer cette variété au sein de vos entraînements, de cibler différentes lignes de tissu avec des intensités différentes. C'est très 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 important. Ça, c'est un facteur que je n'ai pas mentionné. Vous pourriez éventuellement viser les mêmes lignes de tissu, mais avec des intensités différentes. Encore une fois, j'ai tendance à organiser le tout comme je viens de vous le présenter. Ça peut être une bonne échappatoire. Okay, maintenant, donc la règle des 45 degrés, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de faire à plat 45 et ensuite angle droit à 90 degrés. Si je commence avec, vous l'aurez compris, avec un angle de 15 degrés, je rajoute mes 45 degrés, c'est-à-dire que dans la partie accessoire, je vais faire mon développé couché incliné avec un banc qui est à 60 degrés. Et ça devient super intéressant d'organiser tout de cette façon-là parce que vous allez vraiment, au fil des prochains mois, travailler sur toutes les angulations. Vous allez couvrir le spectre complet de ce que votre épaule peut vous fournir en pattern de poussée. Et là, vous allez vraiment construire des tissus qui sont harmonieux, on aura ciblé toutes les lignes de tissu, on aura travaillé sur tous les angles. Rappelez-vous que l'adaptation des tissus est angle spécifique et l'adaptation en termes de force est également angle spécifique. Donc on veut viser tous les angles, c'est pour ça qu'on doit les varier au sein de nos entraînements. Et si vous utilisez ça, croyez-moi, vous ne pouvez pas vous tromper, ok? C'est le premier truc facile à mettre en place. Ensuite, un truc qui est très important à mettre en place, c'est que je vous inviterai à faire au sein de votre semaine.
si vous vous entraînez, vous avez des séances push 2 fois dans la semaine, ce qui va arriver sur un push-pull legs ou sur des séances full body ou alors des upper-lower, eh bien, c'est que je vous invite à inclure des exercices au poids du corps, des exercices dits de gymnastique. En plus des exercices axés sur voilà, la pattern de développé couché. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de stimuler notre articulation de l'épaule légèrement différemment, nos tissus autour de cette articulation légèrement différemment. On a les gains esthétiques, on a les gains de force et on a les gains santé de la même façon. Alors, quand on fait du développé couché, on a tendance à garder ses omoplates vers le bas et vers l'arrière, donc dans des positions figées. Là, lorsque on va coupler le tout dans cette semaine avec des exercices de gymnastique, eh bien, on aura tendance à laisser ses omoplates voyager dans l'espace. D'un point de vue santé articulaire, eh bien, c'est un peu mieux également. Donc, c'est là où j'inclurai des exercices, des pompes de gymnastique où on laisse vraiment les omoplates bouger partout dans l'espace. Encore une fois, vous l'aurez compris, je vous épargne tous les détails, mais selon moi, c'est un game changer, c'est un truc qu'on aimerait inclure pour le côté santé. Pour le côté force relative, apprendre à maîtriser son poids du corps, c'est super important ici. Donc voilà, ça c'est une règle d'or que j'inclus dans tous mes programmes. On doit avoir des exercices de gymnastique, des exercices au poids du corps dans nos séances, que ce soit des exercices pour le pousser, tout ce qui est poussé ou exercice de tirage. Si vous utilisez ces règles-là, ça pourra grandement vous servir. Maintenant, pour éviter les douleurs aux épaules au-delà de ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, eh bien, vous voulez travailler spécifiquement sur votre épaule, ok? Faire du travail de mobilité sur vos épaules. Comment vous le faites? Vous pouvez les mettre au sein de vos séances d'entraînement classiques sous forme de superset. Je travaille sur mon développé couché et pendant mon temps de pause, je vais travailler sur mon épaule, exercice de mobilité sur l'épaule. Je reviens sur mon développé couché, exercice de mobilité sur l'épaule, sur 3-4 séries. Donc vous voyez, on prend soin de nos articulations ici. C'est très simple à mettre en place, croyez-moi. Si vous faites ça, si vous suivez toutes ces règles, ça va vous permettre de cycler vos entraînements, de ne pas cibler toujours les mêmes lignes de tissu, varier les intensités. Travaillez sur vos épaules, vous allez éviter les douleurs aux épaules, vous allez continuer à faire des gains, d'accord? Toute l'année, vous allez pouvoir continuer, vous allez maîtriser toutes les patterns. Et en plus de ça, vous allez être vraiment, et ça c'est un truc que je me vante de ça avec mes entraînements de manière générale, c'est que vous êtes à 6 mois de développer n'importe quel skill. C'est-à-dire que demain, je pense être à 6 mois de être capable de développer n'importe quel skill, que ce soit un skill de gymnastique ou un exercice de force en particulier, parce que toute l'année, j'ai un entraînement qui est complet. J'ai renforcé mes tissus à 360 degrés. Donc très important ici. Je reviens rapidement à un truc que j'ai oublié durant votre programmation, la partie A, la partie B, la partie C. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que la partie C qui a été stimulée avec les intensités les plus basses, eh bien, durant le bloc qui va suivre, je vais décaler le tout. C'est-à-dire que la partie C où je me suis retrouvé avec angle droit, ok, donc tir à pousser vertical, ça va devenir la partie A lors du bloc précédent. Lors du bloc suivant, pardonnez-moi, ok? Et là, pareil, je vais utiliser ce même système, cette règle des 45 degrés, plus ou moins 10-15 degrés, pour la partie accessoire et pour la partie complémentaire. Si vous faites ça, si tu fais ça, Loïc, crois-moi, tu vas faire des gains toute l'année. Et quand tu vas revenir à ton exercice de développé couché, si c'est ton standard, celui avec lequel tu mesures tes progrès, dans 3, 4, 6 mois, tu vas avoir des vrais gains. Tu vas te sentir fort sur ton développé couché et tu vas dire comment ça se fait, j'ai pas fait du développé couché avec ces intensités-là. Ouais, mais tu as fait les trucs correctement. Tu as fait en sorte de renforcer toutes les structures. Tu as laissé à ton corps le temps de s'adapter de la meilleure des façons. Et là, bam, tu reviens et tu peux vraiment passer le tout à un nouveau palier, un nouveau seuil. Et c'est comme ça qu'on organiserait le tout. Prochaine question ici de Georges Lucas. Salut, est-ce que tu vas bien? Georges Lucas, ça va? Et toi? Moi non. J'essaie. J'avais même pas lu la question. Moi non. Si tu vas bien, ouais, moi non. Moi pas content. Moi, si toi tu vas bien, je m'en fous parce que moi non. J'essaie depuis plusieurs années déjà de gagner en détente sèche ou avec élan, peu importe. Ah, genre, je te sens pas content. Moi non, parce que j'ai essayé sec ou avec élan, ça va pas. Il y a rien qui va. Kevin, t'as intérêt à trouver une solution. Je vois le ton de la question ici. J'aimerais comprendre le mécanisme de la détente / jump. J'ai 21 ans, 1m77, 84 kg, assez sec. Fais du basket depuis mes 6-7 ans. En termes de référence, je touche l'arceau en détente sèche. Malgré ça, je n'arrive pas à comprendre que les mecs moins forts / moins musclés que moi arrivent à sauter plus haut que moi. Alors que je sais pertinemment que j'ai plus de force qu'eux. Malgré ça, je souhaite comprendre ce que
ce qui va nous différencier d'un individu à un autre. Également, j'ai la même détente en course ou avec élan. Je n'arrive pas à faire ce transfert de force, énergie lors de ma course. Comment peut-on faire? Merci. Ok, Georges Lucas, je sens que tu es fâché, mon gars. Donc, je vais essayer de t'aider ici. Alors, premier truc à garder en tête, c'est que lorsque on se compare aux autres, c'est toujours un jeu qui est assez vicieux parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération et voilà, parfois ça ne nous fait pas du bien. Donc je vous inviterai toujours à ne pas vous comparer aux autres dans le but de vous descendre, vous diminuer. J'ai pas le terme ici, mais vous m'aurez compris. Okay, l'idée c'est d'analyser ce qu'ils font de bien et d'être inspiré éventuellement et à partir de là de faire ce travail d'analyse sur vous, à savoir ok, quels sont les éléments que je dois rajouter à ma programmation pour que je puisse m'améliorer. Peut-être que vous n'arriverez jamais au niveau de certaines personnes parce que c'est comme ça, ils ont été gâtés par la génétique et c'est le facteur numéro 1 avant tout l'aspect technique que je vais partager avec vous, c'est la génétique. Il y a des gens qui sauteront toujours plus haut que vous. Pour la petite histoire, moi, je savais absolument pas sauter. J'étais nul. Il y a des potes à moi qui rigolent. J'ai toujours été bon en déplacement horizontal, mais en déplacement vertical, jamais été par le passé, j'étais pas bon. Donc je n'ai fait une priorité. Tout ce que vous me voyez faire à l'heure actuelle, c'est des trucs que j'ai développés. J'étais pas bon, j'étais pas fort, j'étais pas souple du tout. Bref, tout ça j'ai développé avec du travail acharné. Donc tout peut s'améliorer. Si je m'étais condamné en disant ouais mais moi je sais juste pas sauter. Comment ça toi Renaud tu sais pas sauter? Ouais je sais pas sauter. Je sais courir, je sais sauter loin mais je sais pas sauter haut. Ok c'est comme ça. Il y a des gars moi qui ont jamais fait le travail de force que je fais, qui sautent à la même hauteur que moi aujourd'hui ou plus haut que moi. C'est comme ça. Ce qui compte c'est que je me suis amélioré. D'accord? Donc gardez ça en tête. On va essayer de ramener Georges Lucas à un autre level. Donc ne vous comparez pas, la génétique c'est le facteur numéro 1. Ceci étant dit, vu qu'on ne peut pas changer sa génétique, vu qu'on ne peut pas rajouter 10 cm non plus à ta taille, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va maîtriser les autres variables qu'on arrive à maîtriser. On va s'attarder sur ce sur quoi on peut créer un changement. Alors déjà il faut essayer de comprendre comment on peut améliorer d'un point de vue technique sa détente. Quelles sont les composantes d'une détente, d'un saut de manière générale. Okay, ici, ce qu'on appelle en anglais le vertical jump, je crois qu'en français on appelle ça la détente. Les termes parfois sont pas bien traduits, j'ai du mal, pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, il y a 4 aspects à maîtriser ici. Le premier aspect, c'est la technique de saut. Et d'après ce que j'ai compris dans la question, il y a une problématique par rapport à ça déjà. Okay, donc, premier aspect, c'est technique de saut. Si vous ne maîtrisez pas la technique de saut, peu importe à quel point vous êtes fort, ça ne va pas servir. C'est pour ça que vous allez prendre des gars qui sont des powerlifters, des haltérophiles, peu importe. Les haltérophiles déjà sautent plus haut que les powerlifters, bien entendu. Il y a l'aspect puissance qui est un peu plus développé. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, les gars arrivent à faire des gros squats à 200 et quelques kilos, mais vous leur demandez de sauter et ils n'arrivent pas à sauter. Vous prenez n'importe quel enfant qui joue au parc, qui a l'habitude de sauter, eh ben, la technique de saut, il l'a de par la répétition, de par la pratique de son sport, et il va réussir à dunker ou toucher l'arceau, peu importe. Okay, il va sauter plus haut. Donc c'est la première composante, c'est le premier truc sur lequel on veut travailler. On va y venir dans un instant. Ensuite, on a ce qu'on appelle la force réactive ou la réactivité. Cette capacité à transférer de l'énergie, c'est-à-dire à absorber de l'énergie et à la restituer le plus rapidement possible. On va détailler tout ça dans un instant. Ensuite, on a l'aspect force max, la capacité maximale qu'on a à décharger la plus grande quantité d'énergie. D'accord ? Et finalement, on a ce qu'on appelle le rapport qu'il va y avoir entre la force qu'on arrive à générer et la masse que l'on doit déplacer et qui est notre poids du corps. Un terme technique qu'on utilise dans le jargon en préparation physique, c'est ce qu'on appelle la force relative. Donc la force max qu'on arrive à générer en relation à notre poids du corps. Et tout ça, ce sont des aspects que l'on doit travailler, que l'on doit maîtriser. Ok. Donc revenons-en au premier point qui est la technique de saut. Ok. Ça, c'est le premier truc à garder en tête. Ok. Technique de saut, il faut la pratiquer. Si tu es normalement basketteur, eh bien tu devrais déjà maîtriser ça à un certain point. Pour ceux qui ne sont pas basketteurs, parce que le podcast c'est pour tout le monde, eh bien, il faut absolument travailler sur sa technique de saut. Et pour travailler sur sa technique de saut, eh bien, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Pour travailler sur sa technique de saut, on va déjà le faire sans balle externe pour ceux qui sont basketteurs ou volleyeurs, etc. Simplement décomposer le mouvement. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, déjà à l'arrêt, le saut en contre-mouvement. Je vais chercher à sauter le plus haut possible. Okay. Ensuite, on a la variante avec élan. Okay, comment on fait avec élan? On ne va pas commencer à courir d'un coup. Ok, je fais tout simplement un mini pas. Ensuite, je vais faire un grand pas. Ensuite, je vais passer à 2 pas. Ensuite, je vais passer à 3 pas. Et à partir de là, on arrive à driller ces mécaniques. Donc, je dirais, si je venais à décomposer encore une fois, je pense à haute voix ici, parce que je ne prends pas de notes. Vous connaissez mon podcast, c'est du one shot comme ça. C'est que de la connaissance. Je commencerai déjà saut,
sans élan avec les mains. C'est-à-dire les mains sur le bassin, pam, je descends et je saute d'un coup, ok? Contre-mouvement, pas besoin de faire le saut en départ arrêté. On va venir dans un instant. Ensuite, saut avec les mains, ok? Donc je ramènerai les mains vers le bas le plus rapidement en contre-mouvement et je chercherai à sauter et à ramener mes mains le plus haut possible. Ensuite, un petit pas, pam, un pas en arrière. Donc du coup, je mets mon pas, c'est difficile à décrire parfois. Un pas en avant, je ramène mon pied, je garde un pied planté vers l'avant. Imaginons mon pied gauche est vers l'avant, ok? Toujours planté, mon pied droit vers l'arrière. Je ramène mon pied droit vers l'avant et bam, j'explose. Pareil, je peux faire avec les mains sur le bassin et ensuite avec les mains, ok? Avec du coup l'élan des bras. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand pas, ok? Donc là, j'ai fait un grand pas, je me mets sur ma jambe droite, je balance mon pied gauche avant et ensuite je plante mon pied droit et là, je saute. Éventuellement, pareil avec deux pas. Vous l'aurez compris, la technique de saut se travaille de cette façon-là, dans un premier temps, ok? Maintenant, ici, passons au prochain point, la force réactive. Comment on travaille sur sa force réactive? Donc, je l'ai dit, la réactivité, c'est cette capacité à absorber cette énergie et à restituer cette énergie le plus rapidement possible. On travaille ça principalement avec de la pliométrie. Le but étant de garder un temps de contact qui est le plus court possible. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, on cherche à sauter, on est en temps de contact qui est le plus court possible avec le sol. Et là c'est très important d'organiser le tout de la manière suivante. Okay, on aimerait organiser ça comme ça. On va graduellement augmenter l'intensité de ces sauts. D'accord ? C'est-à-dire que, imaginons que je plante dans le sol, je rebondisse et je me dis, ok, je vais commencer à sauter à 50% de mon intensité. Donc la force que je génère est de 50%. Et je vais m'attarder que sur cette composante qui est le temps de contact avec le sol, qui doit être le plus court possible. Donc un peu comme une balle de basket, elle ne va pas s'enfoncer, d'accord ? Elle ne va pas rester une seconde au sol, elle va rebondir directement. Et bien c'est un peu pareil, ok ? Bam, j'ai commencé avec les deux pieds, d'accord ? Donc en position bilatérale, bam, je fais mes sauts, pam, 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 50%. Je maîtrise, je vais graduellement augmenter les intensités jusqu'à ce que j'arrive aux intensités les plus élevées, avec cette position simple. Et là, le focus, c'est de s'attarder principalement sur le complexe pied-cheville. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait une flexion minimale au niveau des genoux et une flexion minimale au niveau des hanches. C'est le premier truc à garder en tête. Donc principalement sur la cheville, jusqu'à ce que j'atteigne mon 100% avec la cheville. Cool. Ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais utiliser le même processus, mais je vais graduellement me diriger vers ce que j'arrive à faire sur une jambe. Bam, une jambe, je vais faire des sauts, pareil, sur place. Donc ce qu'on appelle les pogo jumps, pour ceux qui sont familiers avec ça. Pogo jumps, sur une jambe, 50%, 60%, etc. jusqu'à mon effort max. Principalement en me focalisant sur la cheville. Cool. Pareil, il n'y a pas de montée de genou, il n'y a pas de montée, c'est-à-dire pas de flexion de genou, pas de montée de genou non plus, donc pas de flexion de hanche. Au début, je vais m'attarder que sur ça, ok? Bam, un pied et l'autre pied. Et déjà là, on va observer qu'il y a un manque de force réactive d'un côté par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va te permettre d'améliorer vraiment ta détente verticale, d'observer là où tu as des lacunes, d'accord? Et en travaillant sur cette force réactive, c'est un truc que tu vas observer directement. Donc gauche, droite, et là, à partir de là, tu vas pouvoir orienter ton programme en disant, je dois mettre un peu plus d'accent sur le côté qui est à la traîne par rapport à cette réactivité, ok? Donc sur place, bam, comme je l'ai dit. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est que graduellement, on veut amener un changement de direction. Parce que quand tu fais de l'élan, enfin quand tu utilises de l'élan, eh bien tu vas justement amener de la force. Donc on a ce vecteur de force horizontale qui va se transformer en vecteur de force verticale, d'accord? Donc on veut être capable de placer son articulation de la cheville dans différentes positions et être capable de restituer de la force dans ces différentes positions. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est que on va faire des sauts sur le côté, ok? Sur le côté et sur l'avant à une jambe. Pareil, avec des intensités basses, modérées à élevées, 50, puis 60, 80, 100, ok? Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ce même processus et rajouter la flexion du genou et la flexion de hanche. Donc, pense à ça comme si tu sautais par-dessus une haie, exactement de la même façon. Je saute, pam, je touche le sol, je rebondis, je touche le sol, je rebondis, je touche le sol, je rebondis en montant mon genou à chaque fois. On peut commencer à deux jambes et ensuite commencer à une jambe. Ça va placer des intensités plus élevées sur nos tissus, d'accord? Et pareil, avec cette même intention de graduellement augmenter la force qu'on va appliquer dans le sol et qui est l'intensité, le pourcentage que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, ok? Donc ça, c'est le premier truc que je ferai pour le côté réactivité, pour le complexe pied et cheville, ok? Cool, ça c'est la priorité. Ensuite, on va travailler sur l'aspect force max. Sur l'aspect force max, j'aime bien le diviser de deux façons. J'aime bien côté
prendre le côté saut, qui aura une dominance sur la force, et le côté force max avec le travail en salle, le travail de musculation classique, les squats, les fentes, etc. Pour le côté force max avec les sauts, je vais utiliser, j'adore utiliser les positions en dead start, c'est-à-dire en départ arrêté. Un saut assis on est assis sur une chaise et on essaie de partir. Donc là, on va travailler sur sa force concentrique uniquement. On cherche à isoler cette capacité-là. Donc je suis assis sur une chaise et je vais sauter sur une box ou je vais sauter sur la distance. Ça va dépendre de quel focus je vais avoir. Soit un vecteur horizontal, soit un vecteur vertical. Ça devient un peu technique tout ça. J'espère que vous êtes encore avec moi. Ensuite, je vais faire pareil sur une jambe. Vous avez déjà vu poster ce genre de truc pour ceux qui me suivent sur Insta. Je vais partir en position de fente avec genou au sol, déjà les mains vers l'arrière, donc il n'y a pas d'élan. Et je vais essayer de sauter sur la boxe avec des pas arrêtés. Et là, encore une fois, on va pouvoir analyser un côté qui est plus faible que l'autre. Et ce qui va se passer si vous êtes dans ma situation, c'est que moi, par exemple, j'ai beaucoup plus de force, où je suis plus fort, disons beaucoup plus. La différence n'est pas énorme parce que j'ai travaillé dessus. Mais le côté gauche, d'un point de vue force, eh bien, il est beaucoup plus performant que le côté droit. Par contre, d'un point de vue réactivité, je suis beaucoup plus réactif du côté droit. Donc, en d'autres termes, lorsque je vais sauter en départ arrêté, on a cette dominance force. Avec mon côté gauche, je peux aller beaucoup plus haut, plus facilement. Mais si je rajoute de l'élan, eh bien, je sais beaucoup mieux transférer mon énergie avec le côté droit. Donc encore une fois, c'est des trucs sur lesquels on doit travailler et on doit prioriser ces aspects-là, d'accord? Donc un truc important, voilà pourquoi j'aime beaucoup le travail unilatéral sur les sauts, comme je l'ai dit, sur de la pliométrie. Maintenant, on peut faire pareil avec des sauts en contre-mouvement. Alors là, le contre-mouvement, c'est un peu l'entre-deux. Il y a le côté réactif, mais il y a toujours une composante de force ici. Et là, pareil. Donc, comme on l'a fait pour la technique de saut, je vais chercher tout simplement à sauter le plus haut possible ici. Soit en contre-mouvement avec les deux pieds, soit en contre-mouvement avec une position de fente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir debout, garder 90% de mon poids sur la jambe avant, 80% en 80-20, 90-10, 10% sur la jambe arrière. Et à partir de là, je vais faire un saut en contre-mouvement, pam, descendre rapidement et essayer de sauter le plus haut possible sur la boxe. Et on peut utiliser exactement la même technicité sur l'horizontalité, c'est-à-dire en cherchant, au lieu de chercher à sauter sur une box, on va chercher à sauter le plus loin possible. Okay, donc ça, c'est un truc que vous pouvez travailler. Ensuite, on a l'aspect force max. Donc l'aspect force max en salle, on va le travailler comment? Des gros squats, des gros deadlifts, des soulevés de terre, des fentes. J'invite toujours à faire des fentes avec des charges qui sont conséquentes lorsque vous avez la maîtrise pour le faire. Fente arrière, fente bulgare, et ça, ce sont vos meilleurs amis pour développer ce côté athlétique. Encore une fois, il y a l'aspect unilatéral qui rentre en jeu, et je pense que vraiment ça fait la différence. Cool. Maintenant, qu'est-ce que j'ai noté ici? J'ai noté quelques points clés, j'essaie de voir ce que j'ai oublié ici. Oui, la force relative. Du coup, la force relative, encore une fois, on en revient à cette frustration. On est plus fort que quelqu'un, mais est-ce qu'on est plus fort en relation à son poids du corps? Donc, un truc qui est important, c'est que la force, c'est de la masse fois l'accélération, l'équation physique ici. Nous, ce qu'on aimerait maîtriser éventuellement, c'est notre poids du corps. Donc là, Georges Lucas a dit qu'il était relativement sec. Est-ce qu'il y a un truc à améliorer ici? Est-ce que je peux diminuer ma quantité de masse grasse? Est-ce que je peux être moins lourd tout en travaillant sur ce côté athlétique? Parce qu'au final, je dois tout simplement déplacer moins de masse, ce qui va me permettre d'aller plus haut si j'arrive à maintenir cette force. Donc éventuellement, c'est un truc à maîtriser. Si vous êtes dans cette situation, le fait de perdre 1, 2, 3 kilos éventuellement que vous avez en trop, ça va vous aider à sauter plus haut. Mais là, je dirais qu'il y a plutôt un aspect technique sur lequel travailler. Maintenant, pour en revenir à l'aspect technique que j'ai noté ici, si je relis ta question, où on parle d'avoir du mal à transférer cette énergie. Comme je l'ai dit, la pliométrie, super important. Avec des sauts sur le côté, ça va t'aider. Mais vraiment t'attarder sur l'aspect technicité du saut, où on va apprendre à courir loin et à freiner, à décélérer. C'est le premier truc que je ferai. D'accord? Je peux pas rentrer dans les détails, mais j'essaierai de faire une vidéo YouTube. D'ailleurs, je commence avec mon vidéaste la semaine prochaine. Donc, je prends note de tout ça, les amis, et je vais essayer de vous offrir un maximum de contenu. Mais l'idée, vraiment, c'est d'apprendre à sauter, à décélérer pour ensuite repartir dans la verticalité. Et ça, c'est très complexe. Encore une fois, j'essaierai de vous faire une vidéo YouTube. Mais Georges Lucas, c'est un truc que t'aimerais apprendre à faire tes 1 pas, 2 pas, et lorsque tu vas freiner pour partir vers le haut, tu dois presque être à un angle de, j'exagère ici, mais 45 degrés incliné
pour pouvoir ensuite partir vers le haut. Et ce qu'on remarque souvent vers les gens qui n'ont pas cette capacité à transitionner, c'est qu'on est presque trop vertical en fait. Et même moi, je ne suis pas assez bon à ça parce que j'ai pas pratiqué de basket ou de volley, mais si vous regardez des volleyeurs ou des basketteurs, eh bien on voit qu'ils arrivent à être bien inclinés lorsque ils vont transférer leur force. Okay, donc ils ont moins d'appréhension. Ils freinent au bon moment en fait. C'est ça qu'il faut apprendre à faire et c'est un aspect très technique sur lequel il faut travailler. Ça demande de la pratique, Donc j'espère pouvoir avoir aidé ici Georges Ocas avec ces informations. Je sais que c'est un peu complexe, mais j'essaierai de rajouter du visuel pour que ça vous aide avec des vidéos YouTube. Dernière question de Max ici qui a été posée. Salut Kevin, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour travailler avec les athlètes du haut niveau avec qui tu travailles. Comment tu es rentré en contact avec eux? Est-ce que tu utilises des outils spécifiques / de l'équipement précis lorsque tu travailles avec eux? Je suis préparateur physique et j'aurais vraiment voulu travailler avec les athlètes du haut niveau comme toi. Alors, c'est une question qui me fait rire à chaque fois parce que je reçois souvent ce genre de questions. Hey, tu fais quoi? Tu travailles avec quels outils? Tu utilises quel programme pour travailler avec eux? Et ça me fait rire parce que j'utilise rien de tout ça. Moi, avec beaucoup d'athlètes du plus haut niveau, des grands noms, il y a des noms que j'ai jamais partagés sur les réseaux. Les gars, ils sont venus me voir dans des greniers, ils sont venus me voir dans des caves. J'ai pas de salle de ouf. Aujourd'hui, j'ai mon petit studio dans lequel on bosse. On a 20 mètres carrés sur lequel j'ai mon floor de gym. Et c'est tout. On bosse dans ça. Les gars, vous croyez qu'il faut avoir des trucs de ouf? Non, ce qui compte, c'est la qualité de votre travail. Et la qualité de votre travail ne se traduit pas par les éléments technologiques que vous allez utiliser avec eux. Bien entendu, si vous en avez, c'est très bien. Et si vous savez les maîtriser, très bien. Mais croyez-moi, c'est pas ça qui fait la différence. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai jamais aspiré à travailler avec des athlètes du haut niveau. Je me suis jamais dit, moi, je vais commencer le monde de la préparation physique, du coaching, etc. en voulant travailler avec des athlètes du haut niveau. C'est arrivé. C'est arrivé parce que j'ai fait du bon travail et il y a eu des recommandations. Et ça me fait rire parce que, en fait, dans la vie, c'est souvent comme ça. Les gens qui se disent, ouais, moi, je vais travailler que avec des athlètes de haut niveau, sont ceux qui ont du mal à trouver des athlètes de haut niveau et ceux qui se disent, je vais tout simplement travailler, faire ma passion, faire mon métier correctement et de cette façon-là, eh bien, eux arrivent à développer, comme moi, sur ces contacts et finissent par travailler avec ces athlètes du haut niveau. Donc, encore une fois, il y a des gens dans l'autre extrême qui se disent je vais faire que ça et puis qui arrivent à le faire. Mais le but c'est de savoir s'adapter, peu importe le client qu'on a en face de nous. Et ça, c'est l'élément clé. Et de toujours fournir le meilleur service. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le bouche à oreille, c'est votre meilleur outil marketing. Peu importe ce que tous les gourous vous disent à gauche, à droite. Et vous disent, ouais, on va vous donner 20, 30 clients en un mois, etc. Moi, je vous ai jamais dit ça et j'ai jamais prêché ça. Ce qui compte, c'est de faire du bon travail. Souvent, les gens me disent, ah Kev, mais cet athlète-là, tu devrais le charger plus, etc. Lui, c'est une star. Moi, je traite tout le monde comme une star de NBA. J'ai Suzy qui travaille au supermarché qui vient me voir. Elle est traitée comme une star de NBA. Il n'y a pas de traitement favorable, il n'y a pas d'arnaque. Tout le monde est traité comme une star de NBA. C'est comme ça que je fais mon travail. Et je pense que c'est l'élément clé avant toute chose. Et c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Donc, traitez l'être humain. Soyez un être humain authentique. Attardez-vous sur le monde du service. Écoutez le client. Donnez-lui ce dont il a besoin. Après, il y a l'aspect connaissance. Donc, enrichissez vos connaissances au maximum. Et au moment voulu, lorsque vous allez travailler avec quelqu'un qui a des problèmes, eh bien vous allez pouvoir répondre à ces problèmes. C'est aussi simple que ça. Donc, bien entendu, je peux que vous inviter à vous former de manière continue parce qu'au bout d'un moment ou un autre, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura un problème et vous allez savoir résoudre ce problème. Et c'est comme ça que ça commence avec moi. Alors, bien entendu, bouche à oreille, monsieur, madame, tout le monde, un athlète qui entend parler de moi, je travaille avec un athlète, etc., etc. Et un des athlètes avec qui j'ai pu travailler du haut niveau, eh ben, j'ai texté la personne. J'ai envoyé un DM et ça a fonctionné. Un premier athlète, bouche à oreille, il a parlé de moi à un autre, il a parlé de moi à un autre, il a parlé de moi à un autre. Et aujourd'hui, j'ai entraîné des athlètes de renommée à un niveau international et je continue à le faire aujourd'hui encore. Okay, donc c'est très bien, mais c'est pas un truc auquel j'ai aspiré particulièrement. Ça s'est fait parce que j'ai toujours cherché à fournir le meilleur travail et à traiter tout le monde comme si c'était une superstar. Et encore une fois, au-delà de l'aspect financier, quoi que ce soit, pour la petite anecdote, j'entraîne des gens qui sont plus riches que les plus riches les athlètes auxquels vous pouvez penser. Donc, encore une fois, ça ne veut rien dire ces aspects-là. Je pense qu'on néglige tout ça. Ce que je t'invite à faire, c'est simple, c'est d'être à l'image de ce que tu prêches. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans mon relationnel avec les athlètes, c'est qu'ils voyaient, le gars, en fait, il dit ce qu'il fait. Il dit des trucs qui vont à l'encontre de ce qu'on nous a dit, parfois, et du status quo, mais il le fait sur lui. Il le fait, il l'a montré, et on a vu que ça a marché sur d'autres personnes, et par conséquent, bouche à oreille, on a envie de travailler avec lui. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, regardez des trucs simples, efficaces, écoutez les personnes, et pas peur de contacter éventuellement un athlète si vous voyez que vous pouvez
apporter quelque chose, eh bien faites-le. On ne sait jamais là où ça peut mener. Est-ce qu'on a besoin d'outils technologiques? Encore une fois, non. C'est des petits trucs que les athlètes ne s'attardent pas. Comme je parle souvent de santé articulaire, je parle de maintien, de petits détails, de savoir prioriser l'athlète avant tout, avant le côté, l'être humain avant tout, ensuite l'athlète, avant le côté performance de ouf. Les gars, priorisez ça et croyez-moi, ça ne peut que fonctionner. Maintenant, encore une fois, peu importe avec qui vous allez travailler, fournissez le meilleur de vous-même et soyez engagés à 100%, que ce soit un athlète de haut niveau ou que ce soit la population générale. J'espère que ce message a été passé de la meilleure des façons et que j'ai répondu à cette question parce que je sais que je la reçois souvent. Et croyez-moi, c'est pas une finalité de travailler avec des athlètes de haut niveau. Les gens pensent que c'est un truc de ouf. Ça l'aide d'un certain côté parce que je travaille avec un certain nom, ça me donne accès à certains trucs. Mais hey, pour la plupart des gens, votre gagne-pain, ça va être monsieur, madame, tout le monde. Essayez d'aider un maximum de gens. Faites-le avec passion, faites-le avec intégrité. Et je pense que c'est le plus important. Si vous cherchez à sauter les étapes, ça va pas fonctionner. Donc, encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Ça a fonctionné sur moi. Je sais pas si ça fonctionnera sur les autres. Mais je pense qu'en fonctionnant avec authenticité, intégrité, en étant à l'image de ce qu'on prêche, en s'attardant sur la qualité du service et en étant éduqué dans notre domaine, eh bien, ça peut que fonctionner. Le temps fera les choses. Laissez le temps faire les choses. Je vous souhaite beaucoup de succès à tous et j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se voit, ça je parle très bientôt. Peace.